Bonjour à tous et bienvenue à la section 3.8 du cours électricité et magnétisme. Nous allons découvrir ici les instruments de mesure. Donc, il y en a trois. On va parler de ohmmètre, voltmètre et ampèremètre. Donc, on va expliquer comment qu'ils fonctionnent, puis qu'est-ce qu'ils font dans le circuit pour vous donner des mesures. Puis, on va analyser des circuits complets avec là, les outils à l'intérieur. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle un multimètre. Un multimètre, c'est un outil qui essentiellement peut faire chacun des trois modes. Donc, il peut être soit dans le mode ohmmètre, si on met le cadran ici vis-à-vis le oméga là, pour ohmmètre. Il peut être en voltmètre si on choisit courant alternatif, courant continu ou courant continu avec petite échelle. Et même chose en ampèremètre si on choisit là, ici là, A ou milliA, c'est courant alternatif en ampères ou continu, puis même chose en milliampères. Donc, chacun de ces trois modes-là vont fonctionner différemment, puis ils vont donner un résultat différent. Donc, en mode ohmmètre, hein, le nom le dit, ohmmètre, donc ça va mesurer une résistance donnée en ohms. Voltmètre, ben, ça mesure des volts. Donc, ça donne une différence de potentiel aux bornes de quelque chose. On va voir dans un instant comment ça fonctionne. Puis, l'ampèremètre, ben, il mesure des ampères, donc il va mesurer le courant dans une branche du circuit. Alors, commençons par le ohmmètre. Le ohmmètre, lui, ce qu'il va donner, c'est qu'il va retourner la résistance totale du circuit dans lequel on l'a branché. La façon qu'il fonctionne, le ohmmètre, là, c'est qu'il va générer sa propre électromotance, donc il génère son propre courant. Donc lui, ce qu'il fait essentiellement, c'est qu'il sait c'est quoi sa propre électromotance, puis il regarde combien de courant il fournit. Puis il fait tout simplement un rapport entre les deux. Delta V est égal à RI, donc il connaît son delta V qu'il fournit, il connaît le courant qu'il génère, donc delta V égale à RI, il fait le calcul, il vient isoler le R. Donc ça va lui donner, dans le fond, le R total, la résistance équivalente du circuit, puis c'est ça qui va vous retourner. Donc évidemment, lui, il ne sait pas c'est quoi qu'il y a dans le circuit, il ne sait pas s'il y a deux résistances, trois résistances en série, en parallèle, ça n'a pas d'importance. Parce que lui, il fait tout le temps le même petit calcul. Delta V égale à RI, il isole le R, c'est pour ça qu'il peut juste donner la résistance équivalente, la résistance totale du circuit. Donc, étant donné qu'il génère son propre courant, c'est primordial de toujours déconnecter les sources du circuit. Donc, vous voyez dans mon circuit ici, normalement, il manquerait une source, mais c'est prévu. On a enlevé la source pour mettre le ohmmètre. Parce que la source viendrait fausser le courant que lui, il génère automatiquement. Donc, c'est pour ça que quand on veut utiliser un multimètre en mode ohmmètre, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de pile, aucune autre source non plus, puis il y a juste le ohmmètre qu'on vient remplacer finalement là, à la place là, de la source. Voilà. L'ampèremètre, lui, ça mesure le courant, comme on sait. C'est un appareil passif parce que, contrairement au ohmmètre, il ne génère pas de courant. Donc, lui, on le place dans le circuit, puis il va passivement mesurer le courant. Comment il fait? Ben, on se souvient que le courant, c'est une quantité de charge qui passe par unité de temps. Fait que vous voyez ça comme ça, il va compter le nombre d'électrons qui passent à chaque seconde. Bon, c'est une image, on s'entend, il ne compte pas les électrons individuels, mais vous pouvez vous l'imaginer comme ça. Fait que pour que ça fonctionne correctement, un ampèremètre, il faut le placer en série dans une branche. Donc, par exemple, vous voyez le circuit ici, là, on a placé ici l'ampèremètre entre le point P et le point Q. Donc, il va être capable de mesurer le courant qui passe ici de S à travers epsilon 3, R3 et à travers l'ampèremètre. Donc, il va connaître, il va mesurer le courant qui passe dans toute cette branche-là. Hein, parce qu'on s'entend, là, le courant qui passe ici dans epsilon 3 et R3, ben, il n'y a pas le choix de passer à travers l'ampèremètre. Donc, l'ampèremètre est là, puis il va compter la quantité de charge par unité de temps, et c'est ça qui va nous retourner. C'est ça, du courant. Pour que ça fonctionne correctement, il faut que notre ampèremètre ait une résistance interne très petite. La plus petite possible, voire presque négligeable, là, comme un fil conducteur. Pourquoi? Ben, c'est parce que si notre ampèremètre avait un courant, ben, ça viendrait modifier... si l'ampèremètre avait une résistance interne, ça viendrait modifier le courant résultant dans la branche. Puis on ne veut pas ça. Hein? Quand je veux utiliser un outil, je veux mesurer le courant dans la branche.
sans influencer ce courant-là. Si mon outil de mesure influence ma mesure, ben c'est pas très efficace. Fait que c'est pour ça qu'on veut le moins de résistance possible, voire même nul, dans un ampère-mètre. Par convention, quand on va vous dessiner des ampères-mètres, vous allez voir, là, on va dessiner d'un côté un petit plus, d'un côté un petit moins. Ça, ce que ça signifie, c'est que le courant passe du point avec le petit plus, donc dans ce cas-ci du point P, vers le point avec le petit moins, donc le point Q ici. Fait que ça me dit, ben, ici, mon courant est orienté de P vers Q. Voilà. Pour ce qui est du voltmètre, ça va fonctionner un peu à l'inverse de l'ampère-mètre. Donc, ça mesure la différence de potentiel aux bornes d'un élément, donc entre deux points. Donc, par exemple, ici, vous voyez, on a R3, puis on a mis en parallèle à R3 le voltmètre qui est branché à Q et à R. Donc, il va mesurer la différence de potentiel à ces deux points-là. C'est aussi un appareil passif parce qu'il ne fournit pas son propre courant et comme je viens de l'expliquer, il faut que ça soit placé en parallèle. Étant donné qu'on l'a placé en parallèle, on ne voudrait pas que le courant qui traverse epsilon 3 ici passe dans le voltmètre. Hein, on ne veut pas ça parce qu'encore une fois, s'il y a du courant qui passe par le voltmètre, ben, ça vient fausser le reste de mes mesures. Donc, je ne veux pas ça. Fait que pour pas qu'il y ait de courant, ou en tout cas le moins possible de courant qui passe par le voltmètre, ben là, on va faire l'inverse que pour l'ampère-mètre, c'est-à-dire on va prendre une résistance interne très grande. Très grande, voire même quasi infinie, là, si on peut. Ça, ce que ça fait, c'est que le courant qui arrive ici, ben, il ne voudra pas passer par le voltmètre. Par la loi d'Ohm, delta V égale à RI. Si j'ai une trop grande résistance, ça fait, dans cette branche-là, un courant qui est très, très, très petit. Donc, résultat, le courant va principalement continuer à passer dans R3 comme si le voltmètre n'était pas là. C'est ça que je veux. Hein? Puis comme on explique ici, si la résistance dans le voltmètre n'était pas assez grande, ben, il y a une portion du courant qui passerait à travers le voltmètre et donc ça viendrait fausser le vrai courant qu'on veut mesurer dans R3. Encore une fois, ici aussi, on a une petite convention. Là. Quand on va mesurer la différence de potentiel entre deux points, on va mettre d'un côté un petit plus, d'un côté un petit moins. Là. Donc ça, ce que ça veut dire ici, c'est que pour une lecture de différence de potentiel positive, ça voudrait dire que le potentiel au point P est plus grand que le potentiel au point Q. Voilà. Donc ça, c'est les notions théoriques. Maintenant, il n'y a rien comme la pratique, donc plongeons tout de suite dans des exemples. Donc on a un petit circuit ici avec lequel on a inclus un ampère-mètre ici et un voltmètre ici. On connaît la valeur de epsilon 1, c'est 17 volts. On connaît la résistance R1, la R2 et la R3. On dit que l'ampère-mètre ici indique 2 ampères. Regardez aussi le sens. Hein? 2 ampères, on se souvient, plus, moins, ça veut dire que le 2 ampères va ici vers la droite, à travers l'ampère-mètre. Le voltmètre indique 9 volts, donc encore une fois, la petite notation, là, plus en haut, moins en bas, ça veut dire qu'en haut, on a 9 volts de plus qu'en bas. La question, c'est de trouver la résistance de R4, qui est ici, je le cherchais, et l'électromotance de la pile epsilon 2, qui est là. OK. Pour faire ce problème, je vais utiliser la méthode de la mise à la terre qu'on a vue là, à la section précédente. Donc, je vais mettre à la terre le point A ici. Donc, le point A, il est à 0 volts. Ça me permet de facilement trouver le potentiel au point B, parce que pour passer de A à B, vous voyez qu'on traverse epsilon 1. Donc, epsilon 1, ça fournit son électromotance comme potentiel. C'est comme si ça pompe des électrons, donc ça leur donne un potentiel. Donc, on est au point B, donc VB, à 17 volts. On est parti de là, 0 plus 17, on arrive à 17. Le courant dans le voltmètre est négligeable. Comme on a expliqué quand je vous ai présenté la matière, ben, le voltmètre, on ne veut pas qu'il y ait du courant qui passe à travers. C'est pour ça qu'on prend une très grande résistance interne. Fait qu'on peut considérer qu'il n'y a aucun courant qui passe ici dans la branche. Donc, s'il n'y a pas de courant qui passe dans la branche, on peut dire que le courant qui circule à travers mon ampère-mètre de 2 ampères, ben, ça va être le même qu'à travers R2. Parce que mon courant qui traverse l'ampère-mètre ici, il arrive au nœud C, mais souvenons-nous que je ne veux pas qu'il y ait de courant qui passe dans le voltmètre, ça veut dire que le courant continue son chemin. Donc, il passe en ligne droite. Donc, le courant dans ma deuxième résistance
c'est aussi celui de l'ampère-mètre, c'est-à-dire 2 ampères. Si le courant est de 2 ampères dans la résistance, ça me donne plusieurs informations. Déjà, ça me dit que le courant passe de D à C avec la convention des signes, mais ça veut dire aussi que le courant passe de C à B, donc que la différence de potentiel aux bornes de la résistance m'indique que le potentiel VC est plus grand que le potentiel VB. Je connais VB. Je connais le courant qui circule dans R2. Donc, je peux utiliser une petite règle comme on faisait section précédente pour trouver le potentiel au point C. Donc, je fais un petit bout de chemin. OK? Donc, comme on dit ici, je commence à VB. Donc, je pars d'ici, VB. Je traverse ma résistance R2 dans le sens contraire du courant. Donc, c'est comme si je remontais la rivière. Donc, je vais additionner R2 fois I2. Hein? Donc, je fais VB plus R2 I2. Ça me donne comme résultat VC parce que j'arrive au point VC. Donc, VB, c'est 17. R2 fois I2, c'est 2 fois 2. Donc, ça me donne 21 volts. Donc là, j'ai trouvé le potentiel ici au point C. Le potentiel au point C, c'est le même qu'au potentiel au point D parce que l'ampère-mètre, comme on a dit, il n'y a essentiellement aucune résistance. Donc, aucune résistance, ça ne vient pas modifier donc le potentiel de part et d'autre. C'est comme si c'était un fil. Hein, un fil, pas de résistance, ça ne modifie pas le potentiel là, entre deux points. Donc, c'est la même chose pour l'ampère-mètre. Le voltmètre me dit 9 volts. Puis comme je vous avais expliqué tantôt, ben, le petit plus en haut signifie que le point en haut, je vais avoir 9 volts de plus que le point en bas. Mon potentiel au point C, je l'ai trouvé, c'est 21 volts. Donc, je peux utiliser cette logique-là. Mon point VE, donc ici en bas, ben, ça va être mon potentiel VC moins 9. Hein, parce que je descends, donc je diminue de 9 volts. Donc, mon point VE, je suis à 12 volts. J'ai fait 21 moins 9, essentiellement. Je continue, je ne suis pas tout à fait terminé là. Donc, prochaine étape, je vais venir utiliser la loi d'Ohm aux bornes de ma résistance R3. J'applique delta V égale à RI. Où est-ce que mon inconnu, c'est I? Donc, j'isole I. Donc, I est égal à delta V divisé par la résistance R3. Delta V, allons voir c'est quoi les deux points de chaque côté de R3. Ben, c'est le point D et le point E. Point E, je pourrais le ramener ici, là, ça donnerait le même potentiel parce que c'est le même fil. Donc, delta V, je fais VD moins VE divisé par la valeur de R3 qui est 3. VD, je l'avais trouvé. VE, je l'ai trouvé. Donc, ça, c'est des valeurs que je connais. Donc, je peux tout remplacer mes chiffres et j'obtiens le courant ici dans la branche avec R3 qui est 3 ampères. Je poursuis. Je sais que le courant qui traverse la résistance R4, c'est le même que le courant qui traverse la résistance R3. Parce que, encore une fois, le courant qui traverse R3, il va arriver à un nœud ici, mais la branche du haut, c'est un voltmètre. Il n'y a pas de courant qui traverse le voltmètre parce qu'on a choisi une résistance très grande pour le voltmètre. Fait que tout le courant qui traversait R3, il va continuer son chemin et traverser R4. C'est pour ça que je peux dire que I4 et I3, c'est égal. Et là, même chose, j'utilise encore une fois la loi d'Ohm aux bornes de R4. Donc, delta V égale à RI, sauf qu'ici, je vais isoler R4. Donc, R va être égal à delta V divisé par I. Donc, delta V, c'est la différence de potentiel aux bornes de R4. Donc, c'est VE moins VA. Je connais ces deux valeurs de potentiel-là. Divisé par le courant qui traverse R4, ben, c'est le même courant que I3. Donc, c'est 3 ampères. C'est pour ça que j'ai divisé par 3 ici. On remplace les valeurs de VE et VA, ça me donne 4 ohms pour R4. Ça, c'était une de mes deux questions dans l'énoncé. L'autre question, c'est de venir trouver epsilon 2. Et pour faire ça, j'ai besoin de connaître tout d'abord le courant qui circule dans la branche du haut. Pour faire ça, je peux faire une loi des nœuds ici au nœud D. Le courant qui traverse R1, on va l'appeler I1. Ce courant-là, I1, quand il arrive au point D, il va se séparer en I2 vers la droite et en I3 vers le bas. Ça donne que je connais déjà I2, je connais déjà I3, donc mon inconnu, c'est I1. Puis avec la loi des nœuds, je sais que I1, c'est le seul courant entrant au nœud. Donc, on l'a mis d'un côté. Ça doit être égal au courant sortant du nœud, donc I2 et I3. Donc, c'est de là que vient ma petite addition.
Je connais mes deux courants I2 et I3, c'est 2 et 3 ampères respectivement, donc je les additionne, ça me donne 5 ampères. Parfait. Maintenant que je connais le courant I1, 5 ampères, ben, je sais que ma différence de potentiel aux bornes de R1, ben, ça va être R1 fois I1. Donc, je fais un petit bout de chemin. Je pars ici du point D, parce que je connais le potentiel au point D. Je traverse dans ce sens-là R1. Donc là, je le traverse dans le sens contraire du courant. Donc, je remonte la rivière, donc il faut que je fasse plus R1, I1. Mais ça va parce que je connais VD, je connais R1, je connais I1. Je peux remplacer les valeurs, j'isole, il est déjà isolé, là. Je trouve VF, ça me donne 26 volts. Dernière étape, parce que je sais que F est à 26 volts et que B est à 17 volts, comprenez que si je pars de B et que je traverse epsilon 2 pour arriver à F qui est à 26 volts, ben c'est parce que mon epsilon 2 a pompé, hein, il a rajouté du potentiel, donc il a rajouté le potentiel qui est égal à la différence entre VB et VF. Donc c'est ce qu'on fait ici. VF, j'étais à 26, VB, j'étais à 17, donc la différence entre les deux, c'est 9 volts. Donc epsilon 2 a donné 9 volts. Voilà, donc ma deuxième réponse là, à mon énoncé. Faisons un autre exemple qui est un exercice du livre, c'est l'exercice 3.8.7. Donc, c'est un exemple sans chiffres, donc c'est vraiment juste de la compréhension de circuit, là. Donc, on a dans ce circuit-là un interrupteur qui est initialement ouvert. On a une source, epsilon, puis on a 3 résistances. Puis pour faire ça simple, on a dit que les 3 résistances avaient la même valeur. Fait qu'on peut juste leur attribuer une valeur inventée, là, soit R majuscule, tout simplement. Bon, là, on dit, lorsqu'on ferme l'interrupteur, dites si chacune des quantités suivantes augmente ou diminue et justifiez votre réponse. Indice, attention au court-circuit. Oui, comme toujours, il faut toujours faire attention au court-circuit. On ne vous le dira pas toujours, hein? Des fois, on vous présente un circuit, puis arrange-toi pour voir s'il y a un court-circuit. Mais là, ici, bon, on te le dit, là, on est en train de se pratiquer, ça va nous aider. Donc, on a 3 choses à aller voir. Est-ce que ces 3 choses-là vont varier quand on a l'interrupteur ouvert ou fermé? Tout d'abord, la résistance équivalente du circuit. Ensuite, la valeur indiquée par l'ampère-mètre, donc le courant mesuré ici, est-ce que ça va changer? Puis, c'est la valeur indiquée par le voltmètre, donc même logique, est-ce que la différence de potentiel mesurée par le voltmètre aux bornes de R3, est-ce que ça va changer? Alors, avant d'aller faire des maths, regardons qu'est-ce qui se passe. Au début, mon interrupteur est ouvert. Un interrupteur ouvert, ça veut dire que le courant ne peut pas passer par ici. Hein? Le fil, il ne touche pas. Donc, je ne peux pas passer de courant par ici. Ça veut dire que le courant qui circule à travers mon ampère-mètre, qui est essentiellement celui fourni par ma pile ici, ne va pas passer par ici. Donc, il va complètement continuer par ici. Donc, tout le courant total passe par R1. Et après ça, le courant peut se séparer. Tu as une portion du courant qui va passer dans R2, puis une portion du courant qui va passer dans R3. Attention que tu n'as pas de courant qui traverse le voltmètre parce qu'un voltmètre, ça a une résistance quasi infinie pour éviter ça, justement. Fait que pendant qu'on a un interrupteur ouvert, on comprend que R2 et R3 sont en parallèle. Hein, parce que le courant ici peut se séparer puis passer parallèlement soit dans R2, soit dans R3. Fait que R2 et R3 sont en parallèle, mais R1 va, lui, être en série avec le remplacement de R2 et R3. Hein, pourquoi? Ben, c'est parce que le courant, il n'a pas le choix de passer à travers R1. Fait que le courant qui circule ici, ben, il traverse R1, obligé. Donc, R1 est en série avec le reste. Donc, je vais remplacer R2 et R3 par une résistance équivalente que je vais ensuite pouvoir calculer en série avec R1. Quand mon interrupteur est ouvert, on a R1 en série avec R2 et R3 en parallèle. Vous reconnaissez ici le calcul des résistances équivalentes. Donc, ça me donne ce résultat-là. J'ai laissé tomber là, l'indice R2 et R3 là, ici parce qu'on sait que toutes les résistances sont pareilles de toute façon. Donc, j'obtiens ce résultat-là. Quand mon interrupteur est fermé, vous voyez que mon résultat change. On va revenir en arrière juste pour expliquer pourquoi. Donc, si je ferme l'interrupteur, là, soudainement, le courant peut passer par ici. Comprenez que si le courant passe par ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, on vient de court-circuiter R1. Parce que, on l'avait déjà vu, hein, quand le courant a l'opportunité de passer par un bout de chemin qui n'offre 0 résistance, ben, il va prendre ce chemin-là plutôt que d'utiliser le chemin avec une résistance R1.
Fait que, dans le fond, c'est ça que ça change. Là. Le fait de fermer l'interrupteur, ça court-circuite R1. Fait que tu n'as plus du tout de courant qui passe dans R1. Fait que le courant ici va passer en entier à travers cette branche-là du centre. Rendu au nœud, tu as une portion du courant qui va passer dans R2, puis l'autre portion du courant va monter ici, puis passer dans R3. Fait qu'avec l'interrupteur fermé, tout ce qui te reste, c'est R2 et R3 en parallèle. C'est ce qu'on a fait ici, donc on obtient ça. Fait que vous voyez que la résistance équivalente ouverte, c'est ça. La résistance équivalente fermée, c'est ça. Donc, le terme entre parenthèses, il est pareil aux deux. La différence, c'est le R1 ici qui s'additionne dans le cas que mon interrupteur est ouvert. Donc, le fait de fermer l'interrupteur, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça va diminuer la résistance équivalente du circuit. Très bien. Prochaine chose, c'est le courant qui circule ici à travers mon ampèremètre. Donc, encore une fois, qu'est-ce que ça change fermé ou ouvert? Bien, on vient de réduire le problème à une résistance qui change. Donc, mon courant qui circule ici dans l'ampèremètre et dans la source, c'est le courant total du circuit, parce que l'ampèremètre fait partie de la branche avec la source. Fait que, quel est l'effet de la variation de la résistance équivalente sur le courant total ici qui passe dans la branche avec la source? On sait, de par la loi d'Ohm, delta V égale à RI, donc autrement dit, l'électromotance de ma source est égale à la résistance totale du circuit fois le courant fourni par la pile. Mon inconnu ici, ou plutôt la valeur mesurée par l'ampèremètre, c'est le courant I, fait que je l'isole dans cette petite équation-là, donc ça me donne ça. Epsilon, c'est l'électromotance de la pile. Ça ne change pas si je ferme ou si j'ouvre l'interrupteur, parce que c'est propre à ma source, ça, l'électromotance. R équivalent, ben là, ça, on vient de le voir. On a vu que dans un cas, j'ai cette résistance-là, dans l'autre cas, j'ai cette résistance-là. Donc, si je ferme mon interrupteur, je diminue R équivalent. Si je diminue R équivalent, le résultat de epsilon divisé par R équivalent va augmenter. Donc, le courant résultant va augmenter. Donc, l'ampèremètre va mesurer un courant plus grand. On peut faire un peu la même logique pour le voltmètre, mais avec une certaine différence. Quand mon interrupteur est ouvert, donc le courant ne passe pas ici, le courant fourni par la pile va traverser R1 dans le même sens que le courant. Fait que je pourrais dire le potentiel du début, c'est epsilon, moins R1 fois I total, qui va arriver ici et qui va éventuellement pouvoir passer à travers R3. Fait que quand mon interrupteur est ouvert, il me reste moins de potentiel quand j'arrive ici à la borne positive du voltmètre, parce que ma résistance du haut en a consommé une partie. Je répète, j'ai fait epsilon moins R1I1. Fait que quand le courant passe par R1, j'ai un potentiel ici qui me reste, qui est plus petit que si R1 est court-circuité. Reprenons, si mon interrupteur est fermé, le courant passe par ici. Donc, mon potentiel au-dessus d'epsilon, c'est epsilon. Et tout le epsilon, toute l'électromotance arrive ici à la borne supérieure de mon voltmètre. Donc, on peut aller le faire quand même au long, là. Quand mon interrupteur est ouvert, la différence de potentiel mesurée par mon voltmètre, c'est epsilon moins R1I, le courant qui sort de la pile. Mais quand je ferme mon interrupteur, je n'ai pas ce morceau-là. Là. Je n'ai pas R1 fois I. Fait que nécessairement, mon résultat, epsilon, ben, ça va être plus grand que quand j'avais mon interrupteur ouvert. Donc, si je ferme l'interrupteur, ça a comme effet d'augmenter la différence de potentiel mesurée par mon voltmètre. Dernier petit exercice, encore une fois un exercice du livre, mais ici, on va le faire avec des chiffres. Donc, on a ce circuit-là, on nous présente 2 ampères-mètres. On dit l'ampère-mètre A1 indique 2 ampères. Encore une fois, attention au signe. Donc, ça veut dire que le courant passe comme ça, vers la droite de 2 ampères. L'ampère-mètre 2 indique 4 ampères. Dans ce cas-ci, le courant circule vers le haut, dans A2, et ça vaut 4 ampères. Sachant que R1 vaut 6 ohms, R2 vaut 8 ohms et R3 vaut 3 ohms. Déterminer plusieurs choses. Tout d'abord, epsilon 1 et epsilon 2. Donc, on cherche les électromotances des deux sources. On ne les connaît pas. Et B, quel est le courant dans le résisteur R1? OK, très bien.
encore une fois, je vais appliquer la méthode de la mise à la terre. J'ai décomposé le circuit en plein de points pour me simplifier la vie quand je vais venir résoudre le problème. Donc, on commence par une mise à la terre. Donc, j'ai mis à la terre ici au point A. Remarquez que le point A, le point B, le point G et le point H sont tous reliés par un fil, donc ils vont tous être au même potentiel, c'est-à-dire 0 volt. Après ça, pour trouver le potentiel aux autres points, ben là, je vais avoir besoin de faire des bouts de chemin, soit en ajoutant RI, soit en enlevant RI. Donc, commençons par venir trouver VF, qui est ici. Je suis parti d'ici à VG, parce que je connais le potentiel ici, je sais que ça vaut 0. Je traverse R3, comme ça vers la droite. J'arrive à VF. On sait que le courant dans la branche ici circule dans ce sens-là, parce qu'on a la convention des les petits signes ici aux bornes de l'ampèremètre. Là. Donc, on sait que le courant va vers la droite à travers R3, puis vers le haut à travers A2. Donc, si je traverse R3 dans le même sens que le courant, je descends la rivière, donc je diminue mon delta V. Là. Donc, je pars ici, VG moins R3 fois le courant qui circule. On l'appelle le IA2. Là. Donc, VG, c'est 0, moins la résistance de 3 fois le courant de 4. Ça me donne VF ici. Donc, 0 moins 12, ça me donne moins 12 volts. C'est correct d'avoir un voltage négatif à quelque part, parce que n'oubliez pas que c'est toujours en référence à notre mise à la terre. Et puisque la mise à la terre, c'est nous qui décidons où on la met, ben, nos potentiels individuellement, ils vont varier. Ça dépend de notre choix. Mais ultimement, ce n'est pas les potentiels individuels qui sont importants, c'est les différences de potentiel. Et ça, elles ne changent pas selon où tu me places ta mise à la terre. Okay? Fait que c'est correct. Tout ça pour dire, là, un voltage de négatif, là, ça va, il n'y a pas de souci. Ensuite, VE et VF, on est au même potentiel parce que ce qu'il y a entre VE et VF, c'est un ampèremètre. Et je rappelle que l'ampèremètre est conçu avec la plus petite résistance interne possible pour empêcher qu'il ne consomme du potentiel. Justement, on ne veut pas qu'il consomme de l'énergie. Donc, potentiel ici, puis ici, c'est pareil. C'est comme si c'était un bout de fil, c'est-à-dire moins 12 volts. Poursuivons. Sachant que VH est à 0 et que VE est à 12 volts, ben, je sais... Oups, il y a une erreur ici. C'est moins 12 volts, pardon. Là. VE est à moins 12. Là. Donc, VE est à moins 12. Et si je pars de VE et que je m'en vais comme ça vers la gauche jusqu'à VH, il faut que j'arrive à 0 volts à VH. Donc, moins 12 plus epsilon 2 doit être égal à 0. Donc, epsilon 2, il faut que ce soit 12 volts. Comme ça, je fais moins 12 plus 12 volts égale à VH, c'est-à-dire 0. Voilà. Fait que comme ça, j'ai trouvé epsilon 2 qui vaut 12 volts. La suite, maintenant, je pars de VE qui vaut moins 12. VB vaut 0. OK. Pourquoi je fais ça? Ben là, c'est parce qu'il faut que j'aille explorer la branche du haut. OK? Donc, je pars de VE, puis je remonte le courant. Je remonte la rivière pour aller trouver VD. Donc, mon potentiel VD, ça va être égal à mon point de départ, VE, plus R2I qui circule ici. Le courant qui circule ici, faites attention, il ne faut pas prendre ce courant-là. Il faut prendre le courant qui est dans la branche. Donc, le courant A1, là, qui va comme ça, qui descend R2. C'est pour ça que je dis je remonte la rivière. Là. Donc, plus R2IA1. Donc, VE, j'étais à moins 12, plus la résistance de 8, fois le courant de 2, ça me donne 4 volts. Poursuivons. VC va aussi être à 4 volts, parce qu'entre C et D, il y a un ampèremètre, puis l'ampèremètre, il n'y a pas de résistance, justement pour pas que ça consomme de potentiel. Donc là, je connais VC, je connais VB. Ce qu'il y a entre les deux, c'est seulement epsilon 1. Fait que si je pars de VB qui vaut 0 et que je monte, je traverse epsilon 1, j'arrive à un potentiel de 4. Donc 0 plus quoi égale à 4? Ben, la réponse, vous l'aurez compris, c'est 4 volts. Hein? 0 plus 4 est effectivement égal à 4 volts. Voilà. La question B, je vais revenir. Bon, tiens, on le voit ici, là. La question B, on cherchait le courant qui circule à travers R1. Vous l'avez peut-être vu dès le début. C'était peut-être pas nécessaire de faire tout ce qu'on a fait ici, mais R1, il est court-circuité. Hein? Parce que le courant qui circule à travers epsilon 2, là, vous voyez, il arrive au nœud H. Ben,
il peut contourner R1 en passant comme ça par en bas puis arriver au point B. Une autre façon de le voir, et c'est ça qui est nouveau ici avec cette méthode-là, l'autre façon de le voir, c'est que VB et VH sont tous les deux au même potentiel, c'est-à-dire 0 volt. C'est ce qu'on explique ici. Étant donné que le potentiel est égal de chaque côté de la résistance, delta V égale à 0, delta V égale à RI. Donc, si delta V égale à 0, I va aussi être égal à 0. Donc, quand le potentiel est égal de chaque côté de la résistance, il n'y a plus de delta V. S'il n'y a plus de delta V, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant. Donc, il est court-circuité.